La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. La TICAD 7 a pris fin ce vendredi à Yokohama, au Japon. Faure Gnassingbé a pris part aux travaux de cette conférence internationale sur le développement de l'Afrique. La déclaration, le plan d'action adopté par les participants, vous les aurez dans le courant de cette édition rapportée par notre envoyé spécial. Et puis pérenniser nos acquis culturels et traditionnels dans la Bina. Le Fest d'Ambif veut promouvoir les danses locales. C'était une compétition de savoir-faire à travers un festival. Nous en aurons le compte rendu également dans le courant de cette édition. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. La 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, a pris fin ce vendredi à Yokohama, au Japon. Le chef de l'État Faure Gnassingbé y a pris part à ces travaux aux côtés de plusieurs de ses pairs du continent. Le sommet a été sanctionné par la déclaration et le plan d'action de Yokohama adopté par les participants. Et en marge des travaux de cette rencontre, le chef de l'État a rencontré plusieurs officiels et investisseurs japonais. Il s'agissait de nouer de nouveaux partenariats bénéfiques pour le Togo. Les comptes rendus dans le courant de ce journal. 31 août, journée africaine de la médecine traditionnelle. En prélude à cette célébration, le Centre omnithérapeutique africain a réfléchi sur la recherche et l'enseignement universitaire en matière de sciences universitaires et de pratiques médicales. Il était précisément question de savoir comment concilier les médecines traditionnelles et modernes et surtout comment intégrer l'enseignement de la médecine traditionnelle dans les cursus conventionnels de formation. Les détails avec Robert Potogbe et Karim Olanlo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 80% des populations rurales vivant dans les pays d'Afrique ont recours à la médecine traditionnelle pour leurs besoins de santé primaires. Mais ce secteur reste confronté aux problèmes d'encadrement en termes de posologie, de qualité des produits et des effets secondaires non maîtrisés. À cela s'ajoute la non-reconnaissance de la médecine traditionnelle dans les universités d'Afrique. À Lomé, les chercheurs, étudiants et les praticiens des deux médecines se mobilisent pour son intégration. Pour pouvoir bien contrôler cette pratique, nous devons travailler de manière à ce que des enseignements concernant ce patrimoine culturel soient intégrés dans les enseignements au niveau universitaire. Parce que c'est fait ailleurs, nous voulons nous aussi travailler parce que jusqu'à présent, ce n'est pas une réalité chez nous. L'autre préoccupation de la journée est celle de la conciliation des deux médecines et surtout de l'avenir de cette pratique médicale traditionnelle au 3e millénaire. Jusqu'à présent, on ne voit pas des produits issus de notre pharmacopée dans les officines. Alors qu'à l'université, nous travaillons sur les plantes médicinales. Donc nous pensons que nous devons aller plus loin. En Afrique, le Togo, quant à lui, a déjà posé les jalons de l'intégration, notamment la promulgation de la loi de reconnaissance en 2001, le Code de la santé prenant en compte la médecine traditionnelle en 2009 et la création de la division de la médecine traditionnelle. Cette journée vient en prélude à la célébration le 31 août de la 17e journée africaine de la médecine traditionnelle. C'était donc ce jour, cette journée africaine de la médecine traditionnelle. Et nous parlons toujours d'enseignement pour dire que depuis mercredi dernier, Compassion Internationale Togo et ses partenaires tiennent un forum à Lomé sur l'orientation scolaire et professionnelle. C'est au profit des bénéficiaires des centres de développement des enfants et jeunes. L'événement vise à aider les élèves dans leur choix de parcours pour une meilleure insertion sur le marché du travail plus tard. Le point avec Honoré Boulissatom et Gérard Lagoudou.
Après les résultats des examens de fin d'année, le choix du parcours au niveau scolaire, supérieur ou encore professionnel s'impose. Parfois, le mauvais choix de profil chez l'apprenant porte des répercussions sur le rendement attendu sur le marché de l'emploi. Pour une adéquation formation-emploi, l'ONG Compassion Internationale Togo a initié ce forum d'orientation scolaire et professionnelle à l'endroit des bénéficiaires des centres de développement des enfants et des jeunes. Nous avions travaillé avec un cabinet qui nous a aidés et chacun de ces jeunes a pu faire son évaluation dans les différents domaines de sa vie. Cet outil nous a beaucoup aidé parce que ça a permis de faire l'état des lieux et permettre donc aux jeunes de s'orienter. Ça a été le travail qui a été fait premièrement. Après, il y a des ateliers. Nous avons fait des ateliers depuis le 28. Il y a eu des sessions. Ils ont rencontré individuellement chacun des spécialistes d'orientation. Et grâce au conseil, les bénéficiaires sont donc retrouvés pour savoir quel chemin suivre dans leur parcours professionnel et scolaire. Pour inciter les apprenants au travail bien fait et promouvoir la culture de l'excellence en milieu scolaire, l'ONG Compassion Internationale de Togo décerne pour la 4e fois consécutive le prix Kalos. Pourquoi ce prix? Nous voulons que nos enfants réussissent, mais nous voulons les meilleurs résultats. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que pour avoir les meilleures bourses, il faut avoir les meilleures moyennes, il faut avoir les meilleures notes. Donc, nous les encourageons à réussir, mais en même temps, nous voulons qu'ils réussissent mieux. Et c'est pourquoi nous avons initié le prix Kalos. C'est un prix qui nous permet de leur parler de l'excellence, de leur parler de meilleurs résultats, de les encourager à travailler de mieux en mieux. Et en cela, maintenant, nous pouvons facilement les accompagner à trouver des bourses qui sont des opportunités qu'ils peuvent facilement avoir. L'État fera sa part, Compassion fera sa part, l'Église fera sa part, les parents feront leur part également. Mais l'enfant, le bénéficiaire, doit faire également sa part. Donc nous les avons encouragés au sérieux, au travail bien fait, et surtout à l'engagement et à la crainte de Dieu. Sans la crainte du Seigneur, ils ne peuvent pas vraiment réussir dans leur vie. Nous les avons encouragés avec la Bible, avec la parole de Dieu et avec les conseils des spécialistes. Ils savent qu'ils ont leur part du jeu à jouer. C'est en cela que nous voulons une fois encore les interpeller, que leur avenir est dans leurs mains. C'est comme un œuf. S'ils prennent ça au sérieux, ça serait bien pour tout le monde d'en jouir un jour. Les lauréats du prix Kalos 2019, les voici. Des prix généraux composés de kits scolaires, des enveloppes financières et des attestations sont allés aux meilleurs candidats aux examens du CEPD, BEPC, Bac 1 et Bac 2. Les lauréats les plus méritants de chaque catégorie sont repartis avec des prix spéciaux composés de bicyclettes, de bons d'ordinateurs portatifs et des bourses d'études offertes par le centre de formation CIFOP. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux bonnes volontés et ont promis de faire un bon usage de ces récompenses. Dossier de la rédaction ce soir, le meilleur choix de filière pour les nouveaux bacheliers, alors que les vacances tirent inexorablement vers la fin et que le choix des filières est stratégique et très important. Conseil d'orientation donc dans ce dossier préparé par Isaka Aruna et présenté par Mézina Batia Salami. Enthousiastes, motivés, ces nouveaux bacheliers sont déterminés pour la plupart à prendre le chemin des campus universitaires. Et pour cette nouvelle aventure, chacun a sa petite idée de la formation qu'il fera à l'université. J'ai fait la série A4. Je veux faire l'anglais à l'université de Lomé. J'ai choisi l'anglais parce que j'aime l'anglais et l'anglais est devenu une langue commerciale. J'ai demandé des informations sur des gens. Selon ma série, je dois faire la FASEC. Je voudrais continuer en commerce à l'université. Je veux m'inscrire à la faculté de droit pour devenir un grand commissaire ou bien un grand avocat dans l'avenir. Ces choix basés sur des informations informelles et parfois non courantes peuvent être fatales à ces nouveaux bacheliers. L'université présente une panoplie de formations aux titulaires du bac. Faire le meilleur choix de sa formation est un vrai défi que les nouveaux bacheliers se doivent de relever. Ils doivent frapper à la bonne porte en s'informant auprès des institutions universitaires. Sur l'enseignement supérieur, quels sont les établissements qui sont disponibles, accessibles, et ces établissements coûtent combien, quels sont les types de filières qui sont là, et ces filières-là, quelles sont les conditions pour y accéder. Donc on doit prendre toutes ces informations, ensuite savoir concrètement ses propres capacités, de quoi suis-je capable, quelles sont les disciplines que je maîtrise et dans lesquelles je peux facilement
facilement réussir. Ensuite, chercher les formalités à remplir lorsqu'on choisit un établissement. Et aussi faire attention qu'on s'inscrit dans des filières porteuses pour ne pas faire des études et se retrouver au chômage. Il y a les filières de formation agricole qui sont des filières porteuses. Il y a également le secteur minier qui se développe dans notre pays avec l'exploitation de beaucoup de ressources minières. Donc c'est des secteurs porteurs également. Il y a aussi le secteur de l'informatique et des services liés aux nouvelles technologies. Donc c'est des filières porteuses. Et dans le domaine social, vous savez, il y a également l'enseignement qui est toujours un secteur porteur. On a besoin de beaucoup d'enseignants dans notre pays. On a besoin de beaucoup d'infirmiers et de médecins. Donc tout ce qui est formation dans la santé, formation dans toutes les disciplines qui sont enseignées dans nos établissements, ces formations sont porteuses. Si les études universitaires ouvrent sur la vie active et permettent de s'insérer professionnellement dans la société, une bonne préparation de son entrée au campus et un meilleur choix de la filière pour sa formation en sont les clés. Et nous parlons agriculture dans ce journal. Un échantillon d'agriculteurs et de défenseurs de l'environnement a pris part à une session de formation. Elle s'est tenue à Kara sur les bonnes pratiques en matière agricole. C'est pour en fait permettre la régénérescence des sols et la protection de l'environnement. Et l'initiative est à mettre à l'actif d'Inades Formation. Compte rendu, Nestor Mouzou. Une agriculture biologique et respectueuse de l'environnement. Inades Formation en fait une préoccupation. Cet institut a conçu un projet dans cet esprit pour renforcer les capacités des acteurs agricoles et des ONG actives dans la lutte contre les changements climatiques sur les pratiques innovantes et susceptibles de permettre la régénérescence des sols. La formation est axée particulièrement sur les techniques de fabrication des fertilisants organiques. Les gens connaissent beaucoup plus le compost, mais il y a d'autres formes d'engrais organiques qu'on peut préparer et obtenir sur 3, 4, 5 jours, au plus 15 jours. Et toute la matière pour le faire autour de nous, vous avez juste besoin de la bouse de vache, vous avez besoin des balles de riz, de son de riz, d'une terre argileuse. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus sur tout ce qui est super magro. C'est un fertilisant liquide que vous pouvez obtenir rapidement à partir de la bouse de vache que vous utilisez avec un peu de lait, un peu de jus de canne pour travailler sur les questions de l'énergie surtout, stimuler la vie des micro-organismes. Nous avions beaucoup travaillé sur comment vous pouvez récupérer le phosphore. Parce que dans l'utilisation du NPK, un élément important c'est le phosphore. Et donc le phosphore, vous pouvez le retrouver facilement, comme les os. Inades Formation a élaboré le projet, mais cet institut a dû s'appuyer sur le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le programme de microfinancement du FEM, Fonds pour l'environnement mondial, pour les ressources financières en vue de son exécution. Nous intervenons dans 5 domaines focaux. Il s'agit de la conservation de la diversité biologique, de la lutte contre la dégradation des terres, de la lutte contre les changements climatiques, de la lutte contre les produits chimiques et les déchets dangereux et de la protection des eaux internationales. Pour nous, l'agriculture est au centre de tout ce que nous faisons. Avec le projet porté par Inades Formation, nous visons le renforcement des capacités des acteurs pour l'adoption des pratiques agricoles qui contribuent non seulement à l'augmentation des rendements, mais aussi à réduire la pression sur les ressources naturelles. À travers les différents ateliers pratiques, les participants ont acquis des savoir-faire en matière de fertilisants innovants. Ces pratiques que nous venons vraiment d'apprendre, cela va nous permettre vraiment d'améliorer notre façon de produire biologiquement et que ce que nous allons produire est de bonne qualité pour vraiment notre santé. Donc si on mange bien, ça veut dire qu'on va aussi être en bonne santé. Et surtout que toutes ces pratiques, les éléments qui composent ces pratiques sont les éléments qu'on peut trouver localement. Les organisateurs font de l'espoir qu'à terme, les participants seront en mesure de partager les connaissances acquises avec d'autres acteurs impliqués dans l'agriculture et dans la lutte contre les changements climatiques.
face à la production agricole, la chenille légionnaire, cet insecte apparu au Togo en 2016 et qui cause beaucoup de dégâts aux produits céréaliers, dont principalement le maïs. Face à l'enjeu, la FAO apporte son appui aux techniciens agricoles à travers une formation. La formation est destinée à détecter le plus tôt possible la chenille sur un champ infecté pour une riposte rapide et plus efficace. On en parle avec Sylvia Raboudou de la formation non tenue à Tapami. On peut trouver que des plants de maïs entièrement ravagés par des chenilles légionnaires, un insecte qui sape les efforts des agriculteurs en matière de production céréalière. Apparu au Togo en 2016, cet insecte sème la désolation au sein du monde paysan. Dans cette exploitation agricole par exemple, nous y sommes au moment où les plants ont atteint la phase de la maturité. Ici, le constat est bel et bien là. Ces champs sont envahis par ces chenilles sous le regard impuissant des producteurs qui ne savent à quel sens se vouer. Beaucoup de paysans n'avaient même pas su qu'on a un nouveau ravageur. Les gens le voient mais pensaient que c'est la même chenille que celle qui attaquait l'haricot, mais c'est différent. Les gens aussi ne savaient pas qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cette chenille. Des efforts sont faits par le Togo, mais le phénomène reste d'actualité. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui accompagne avec l'appui de la BAD, le Togo dans ce mécanisme de lutte a développé une autre stratégie pour contrer la chenille légionnaire. Il s'agit d'un programme développé sur smartphone, une application pour la collecte des informations sur les champs infectés en vue de détecter leur apparition et aider de façon urgente les producteurs dans cette lutte contre ce ravageur. Nous sommes en exercice sur une parcelle de maïs avec une application que la FAO a développée qui s'appelle FAMUSE et qui permet à l'agent vulgarisateur, une fois il a rempli les questions qu'on lui pose dans l'application, de pouvoir automatiquement déterminer le taux d'infestation et d'envoyer directement les données qu'il a collectées auprès du paysan sur sa parcelle à la DECID. L'objectif, c'est de permettre au Togo de disposer des informations sûres et à temps réel pour pouvoir assurer de manière efficace la politique et la stratégie de riposte contre la chenille légionnaire. C'est cet exercice pratique qui est ici observé par ces agents, vulgarisateurs et des producteurs leaders qui s'approprient l'outil en vue d'une meilleure connaissance des méthodes de lutte. Et déjà, certains se prononcent sur cette nouvelle donne de la FAO. Nous les paysans, nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons même pas les chenilles. Nous on a vu que les chenilles sont arrivées dans les champs. Donc, c'est par rapport à cette formation qu'on nous a donnée que nous avons reconnu maintenant cette chenille par rapport aux autres, parce que nous avons d'autres chenilles avant. Mais celle-ci fait trop de dégâts dans le champ, surtout au jeunes plants, quoi. Donc vraiment, nous sommes très outillés. Dès le bas âge, nous devons lutter contre ces chenilles. Surtout au 6e jusqu'au 10e levé de l'eau maïs, on doit faire une inspection pour voir s'il y a de ces chenilles dans le champ et immédiatement intervenir pour pouvoir lutter contre ces chenilles. À travers les informations qui vont envoyer à la base, qui vont parvenir à la direction de la protection des végétaux, nous sommes à même de reconnaître la chenille et de recommander immédiatement ce qu'il y a lieu de faire. Puisque cette chenille, elle est tellement vorace, si vous la laissez 2 jours dans votre plantation, si la plantation est au stade jeune, vous n'avez plus rien. Cette formation pratique est intervenue après celle en salle qui a permis aux agents vulgarisateurs et producteurs leaders de cerner les contours pour qu'ils puissent apporter leur appui aux producteurs. Cette nouvelle approche est axée sur une lutte intégrée qui consiste à associer et à adopter la rotation des cultures pour limiter l'utilisation abusive des produits chimiques destinés à améliorer la sécurité alimentaire et à augmenter la productivité. La production de maïs au Togo n'empêche, elle est bonne et le gouvernement continue de constituer son stock de sécurité. L'ANSA sillonne le territoire pour acheter du maïs aux producteurs. L'agence était dans la préfecture de Sotouboua où 40 tonnes de maïs ont été achetées à une coopérative. On voit cela avec Désiré Aloy.
L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, visite la coopérative Afrique des villages à Halokwabindo dans la préfecture de Sotobois. Une visite qui sème la joie dans la population. Ici, l'ANSAT passe à la collecte de 40 tonnes de maïs blanc de très bonne qualité. Opération pour constituer des stocks de réserve. En amont, c'est une politique économique et sociale du gouvernement togolais pour accompagner les producteurs. L'argent qu'on a obtenu va nous aider pour la rentrée de nos enfants. Et cela va également nous aider pour continuer la production. Nous remercions sincèrement le gouvernement, surtout le chef de l'État en première position, et ses collaborateurs qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Je sais qu'ils vont toujours continuer par nous appuyer pour qu'on puisse rayonner en Afrique et peut-être même dans le monde entier. Pour le gouvernement togolais, à travers l'ANSAT, il faut faire du producteur un entrepreneur. Objectif, booster davantage le secteur agricole, très capital dans la réalisation du PND. Dans le cadre du PND, l'ANSAT a choisi comme thème la bancarisation des producteurs. Donc les producteurs sont conviés à ouvrir des comptes dans les banques et désormais ils peuvent avoir des prêts. Et MIFA peut cautionner ces producteurs. Les coopératives qui ont des produits à vendre, la voie est libre. Même les structures étatiques sont prêtes à les accompagner. Mais seulement il faut exporter les produits concurrentiels, hygiéniquement propres. Collecte du maïs, occasion aussi pour ANSAT d'entretenir les producteurs sur la nécessité de se mettre davantage en coopérative pour tirer plus profit. L'agence appelle tous à opter pour des ventes groupées autour des points fixes, les magasins de stockage par exemple. Et on pourrait bientôt acheter son maïs au kilo parce que le Togo veut mettre définitivement fin aux unités de mesure non conventionnelles. On parle de métrologie. Et pour y arriver, le pays passe à l'adoption du système international de mesure. L'étude de faisabilité a été adoptée par les experts du domaine jeudi. Qu'est-ce que c'est que ce système international de mesure et pourquoi est-il important de l'adopter? La réponse dans ce dossier de Luc Assis. Les produits agricoles et leurs dérivés, notamment les céréales et les tubercules, sont le plus souvent vendus au Togo en bol ou en tas. Une pratique qui influence la productivité et ne facilite pas le développement du commerce. Elle défavorise donc les producteurs et les consommateurs. Le système international de mesure SI, qui regroupe les 7 unités de mesure, vient corriger le tir. Et l'étude de faisabilité pour l'instauration du SI, commanditée par le gouvernement, est ici adoptée par les experts. Le système international des unités de mesure est obligatoire. Surtout nos parents qui sont dans les villages, dans les contrées, qui vendent après des efforts énormes au niveau du champ à perte. Il faut arriver avec les systèmes d'unité à leur retourner le pouvoir d'achat. Et ça qui est vraiment la vision du chef de l'État. Et je souhaiterais que grâce au PND, que tout le monde accepte de commercer désormais en kilogrammes, en litres et non en bol et en tas. Le bol de Niamassile n'est pas identique au bol de le Togo, ce n'est pas identique au bol de céréales. Ou bien, quand vous allez au marché, on te dit que on te fait un bras, 2 bras pour le tissu, alors qu'il faut utiliser le mètre. Le mètre, c'est une unité internationalement reconnue qui permet d'être sûr que ce que vous avez comme valeur est exact. Une fois validée, cette étude va contribuer à asseoir de meilleures conditions d'un commerce équitable. Ceci va augmenter à coup sûr le pouvoir d'achat aussi bien des producteurs que des consommateurs. La question n'était pas de savoir si le Togo doit appliquer ou pas le système international. Ça s'impose déjà. Donc maintenant, l'étude de faisabilité, c'est pour nous proposer les voies et moyens pour y arriver. Parce que sur l'étendue du territoire, l'existence des mesures, des instruments de mesure, si on peut les appeler ainsi, non conventionnels. Donc c'est un changement de comportement. C'est pourquoi nous avons trouvé opportun que des voies et moyens soient élaborés par les actions avec un plan opérationnel à l'appui qui puisse nous amener à aller à l'utilisation au Togo des unités de mesure conventionnelles. Une fois validée, cette étude va contribuer à asseoir de meilleures conditions d'un commerce équitable. Ceci va augmenter à coup sûr le pouvoir d'achat aussi bien des producteurs que des consommateurs.
Je vous disais en début de journal que la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique a pris fin vendredi à Yokohama au Japon. Le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé a pris part aux travaux aux côtés de ses pairs du continent. Le sommet a été sanctionné par une déclaration et le plan d'action de Yokohama. Nous vous en parlerons dans nos prochaines éditions. Mais en marge des travaux de cette rencontre, le chef de l'État a échangé avec plusieurs officiels et investisseurs japonais. Il s'agissait de nouer de nouveaux partenariats bénéfiques pour le Togo. Nous les écoutons, ils sont au micro de Anita Atigaku, de retour du Japon. Donc une très bonne réunion avec le président pour parler des activités que notre organisation peut entreprendre au Togo. Nous avons parlé du centrale d'énergie sur lequel nous sommes en train de travailler, une centrale électrique. Nous avons parlé de projets d'irrigation. Nous avons parlé de projets routiers. Donc ce que nous sommes tombés d'accord, c'est que nous allons venir à Lomé d'ici quelques semaines et je viendrai avec 3 ou 4 de mes collègues pour parler des différents produits financiers que nous pouvons apporter sur des projets infrastructures pour le Togo. Donc on se réjouit beaucoup de... Nous avons brièvement, avec Monsieur le Président, parlé de la coopération entre la FAO et la République du Togo. Et la coopération est bonne, on veut la renforcer à travers notre partenariat avec le gouvernement japonais et d'autres partenaires. Nous avons notamment parlé de l'agriculture numérique, de moderniser l'agriculture. Votre président, c'est un président qui veut s'occuper de sa population, de faire le développement du secteur agricole pour le bien de la population. Donc nous avons discuté des différentes possibilités pour que, par exemple, les technologies modernes de l'agriculture soient introduites dans le pays et la FAO est en mesure d'apporter cette capacité technique dont le pays a besoin pour développer ce secteur. FAO willing to offer the technical assistance. Avec le président de la République, nous avons fait un peu un tour du programme de la Banque mondiale au Togo. L'élément majeur que nous avons discuté, c'est le système de... c'est comment vraiment l'investissement dans le numérique au Togo et surtout ce que nous appelons la transformation digitale. Vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, pour avoir la croissance, la création d'emplois, nous avons vraiment besoin de rattraper le reste du monde dans le domaine de numérique et dans le domaine de digital. Donc nous avons parlé de différents programmes, de différents projets que la Banque mondiale peut financer dans ce domaine. Et nous avons parlé surtout le projet d'identification numérique. En principe, la banque va aider le Togo dans ce domaine. Nous allons financer ces activités. Alors l'AV était en fait ce samedi 14e édition de Avezan qui a réuni ce samedi à Kévé les fils et filles de la préfecture de l'AV. C'est en liesse qu'ils ont valorisé leur tradition et leur culture et qu'ils ont également pensé au développement de leur localité. Retour sur la fête avec Luc Assis. Les natifs de la V en démonstration de leurs valeurs traditionnelles. Ils exhibent avec fierté leur identité culturelle et l'enseignent de ce pas à la jeune génération. C'est la 14e édition de la fête traditionnelle Avezan. Une fête célébrée dans la joie, la convivialité et le partage. S'il est important de construire le présent en se référant au passé, la population de la préfecture de la V se prête à l'exercice. Elle a retracé l'histoire de ses ancêtres qui ont fui Notien sous l'ère du roi Agokoli pour la dite préfecture.
préfecture qui compte aujourd'hui 9 cantons. Ensemble, ils ont pensé le développement de leur localité. Ici, ça prône quand même un développement absolu, puisque nous sommes aussi dans la période où, plus jamais vu, on a élu maintenant des conseillers municipaux. Et cela va sans dire, notre préfecture est scindée en 2 parties, 2 communes. Donc nous avons quand même des ressources dans notre préfecture et que nous allons exploiter et bénéficier nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons développer notre milieu. Nous devons le commencer à partir de nos ressources que nous avons. Contribution de la tradition et de la culture au développement local. C'est sur cette réflexion qu'a été célébrée cette fête. Le ministre en charge de la culture a rappelé aux populations l'importance que les plus hautes autorités du Togo accordent aux valeurs culturelles. Les ressources culturelles riches et diversifiées de notre pays, bien explorées et bien valorisées, peuvent contribuer significativement à la croissance, à la lutte contre la pauvreté et à la création d'emplois. D'où cette attention accordée par le gouvernement, tant au développement des industries culturelles qu'à l'inventaire général du patrimoine national, matériel et immatériel. C'est pour cela que l'État, pour sa part, soutiendra toutes les initiatives culturelles pour le rayonnement de notre culture, facteur de paix et de cohésion nationale, sans lesquels aucun développement n'est possible. Population de la ville, je tiens à vous adresser les remerciements et les félicitations du président de la République pour votre participation active et citoyenne lors de la tenue effective de ces élections dans la sérénité et en toute transparence. Avec la décentralisation, ces élections permettront à chaque communauté de prendre désormais sa destinée en main. Les chefs traditionnels ont réaffirmé leur engagement à œuvrer à la réussite du plan national de développement PND. Les festivités ont été aussi marquées par la remise de prix à la Miss Avezan et ses 2 dauphines. Et de la ville, nous mettons le cap sur la préfecture d'Abina. Là, l'on veut également pérenniser les acquis culturels et traditionnels. Le Fest d'Ambi veut promouvoir les danses locales. C'était une compétition de savoir-faire à travers un festival dont nous parle dans ce reportage Nestor Mouzou. Face à l'invasion des danses étrangères sur celle du terroir de l'Abina, l'artiste de la chanson Yassé a pensé à une compétition pour rappeler aux populations de cette préfecture la nécessité de préserver leurs danses. Fest d'Ambi ou Festival de danse de l'Abina est le nom attribué à cette compétition qui a vu la participation de 6 cantons avec le soutien du Fonds d'aide à la culture. Nous avons remarqué qu'il y a la disparition de certaines danses, traditionnelles dans cette préfecture. Et dans le but de ce festival est de sauvegarder les danses traditionnelles de l'Abina. Comment les transmettre à la génération future. La danse traditionnelle, ce sont les premières traces d'un canton. C'est la tradition, c'est par sa tradition qu'on peut le reconnaître. En le faisant, nous leur disons dès leur retour qu'ils s'entraînent à tout moment et qu'ils fassent de telle manière que cette tradition soit sauvegardée à jamais. Le canton de l'Amadessé a présenté la danse tchèque, celui de Kitao, la danse Kpadjar, celui de Putikiba, Assasa. Ndjambi est la danse avec laquelle le canton de Sola est entré en scène. Timon a été exécuté par le canton de Pagouda. Celui de Boufalé a compétit avec Halala.
Le directeur régional des arts et culture de la CARA, Komla Idomele, et le secrétaire général de la préfecture de la Bina, Cyril Akounon, ont jugé le projet de préservation et de valorisation des danses traditionnelles de la Bina pertinent. Ils ont appelé les populations à œuvrer pour l'atteinte des objectifs fixés. Par rapport aux résultats de la compétition, le canton de Ketao a ravi le trophée mis en jeu. Il est suivi respectivement de Sola et de Bouffalé. Et ce sont sur ces très belles couleurs visuelles, sonores, traditionnelles que nous vous souhaitons passer une très belle soirée en compagnie des programmes de la TVT. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain pour le 20h. Au revoir et à très bientôt.